On va se faire prendre par l'année. Let's go. C'est parti, Mila. Attention décollage. On va être à l'envers. Ah si, après, il va décoller. Pourquoi? Ah, parce qu'on est en... Et nous voilà enfin partis. Alors avant de débuter notre voyage, quelques petites consignes de sécurité. La première, vous allez vous en apercevoir, nous allons nous arrêter à plusieurs endroits, notamment pour fermer les passages à niveau. À l'occasion de ces arrêts, seuls Valérie et Philippe, nos deux agents passage à niveau aujourd'hui, seront habilités à descendre. Je vous invite donc à ces arrêts à bien rester à vos places. Le premier arrêt va intervenir d'ici quelques instants. Vous pouvez apercevoir Valérie sur votre gauche dans le sens de la marche, qui vous ouvrira la voie durant tout ce trajet. D'accord. Quoi? Quoi? Bah qu'on s'arrête déjà. Continuez dans les quelques consignes de sécurité. Vous allez pouvoir vous en apercevoir. La ligne est particulièrement boisée par endroits. Et je vous déconseille donc très fortement de vous pencher par la fenêtre, puisque les branchages pourraient venir vous griffer et vous blesser. Et évidemment, nous aimerions bien ramener tout le monde intact avant la fin du voyage. On rappelle également que les enfants sont sous la responsabilité exclusive des parents, qu'il est interdit de courir dans le train et que le train est entièrement non-fumeur. Enfin, pour respect par les bénévoles, s'il vous plaît, ne mettez pas les pieds sur les sièges. Le voyage que l'on vous propose aujourd'hui va nous conduire de Rion-Esmontagne jusqu'à Lugarde. Un petit voyage de 15 km au cours duquel nous allons gravir 220 mètres de dénivelé positif, avec un passage par 3 viaducs et 2 tunnels, dont le célèbre viaduc de Barajol. Arrivé à Lugarde, nous effectuerons un arrêt de 40-45 minutes à peu près pour vous permettre de découvrir ce village du Cantal. Sur votre droite, dans le sens de la marche, vous pouvez apercevoir la Véronne. Elle va passer sous notre train pour passer du côté gauche dans le sens de la marche. La Véronne est une petite rivière qui se jette dans la petite rue qui se jette dans la grande rue, et grande rue qui se jette dans la Dordogne.
approchons à présent des profondeurs du tunnel de l'Estampes pour nous envoler vers le viaduc de Barajol. Un magnifique ouvrage de 317 mètres de long qui va nous permettre d'enjamber la vallée de la Petite Rue. Cet ouvrage comporte 12 arches de 20 mètres d'ouverture, 317 mètres de long et un point culminant à 57 mètres de hauteur. Un ouvrage qui a nécessité 4 ans de travaux, terminé en 1907. Et il faut savoir qu'à ses pieds, à l'époque, avait été édifié un village pour accueillir l'ensemble des ouvriers travaillant sur le chantier. Un village qui accueillait tous les services disponibles. Nous effectuerons bien évidemment un arrêt au retour, un arrêt d'une petite demi-heure, pour vous permettre de déambuler plus librement sur ce viaduc et de prendre vos photos les plus instagrammables possibles. Parmi lesquels figure la construction d'une ligne de chemin de fer entre Port-les-Orgues et Neussargues. Alors il faut savoir qu'à l'époque, ça n'existe pas. On compte plusieurs compagnies de chemin de fer qui se répartissent un territoire géographique bien défini. Ainsi, la compagnie du Paris-Orléans est plutôt implantée dans le sud-ouest, la compagnie du Paris-Lyon-Méditerranée plutôt implantée dans le sud-est, la compagnie du Nord dans le nord, la compagnie de l'État, etc. Toutes ces compagnies se font bien évidemment concurrence et la compagnie du Pérou, à l'époque du Paris-Orléans, est très désireuse de capter les vins du Sud. Dans ce cadre, elle s'intéresse très rapidement à la construction d'une ligne de chemin de fer entre Port-les-Orgues et Neussargues, dont le débouché à Neussargues serait vers Béziers et dont le débouché à Port-les-Orgues serait vers Paris, notamment pour capter les vins du Sud. La compagnie prit d'abord une ligne dite à voie métrique pour limiter les coûts de construction. Alors il faut savoir que les voies SNCF ont un écartement dit voie normale de 1,435 mm. L'écartement métrique est donc un écartement réduit où l'écartement entre les deux rails est de 1 mètre. Ce projet n'aboutira pas et la ligne sera bien construite en voie normale pour y accueillir des trains SNCF. Les travaux débuteront en 1901 en 5 portions, 5 lots, dont un lot complet était prévu pour la construction du viaduc de Barajol et du tunnel de l'Estampes. Il faut d'ailleurs savoir qu'à l'époque, le salaire des ouvriers oscillait entre 20 centimes et 50 centimes de l'heure. On est donc bien loin de ce qu'on connaît aujourd'hui. Quant à la réalisation du tracé, c'est l'ingénieur Paul Séjourné qui s'en est chargé. Alors ce nom n'est peut-être pas inconnu pour tout le monde, l'ingénieur qui a laissé son nom à un viaduc, le viaduc Séjourné, sur le célèbre train jaune dans les Pyrénées-Orientales. Si vous ne connaissez pas cette ligne de chemin de fer, je vous invite à vous y rendre. C'est un magnifique train SNCF, mais aussi train touristique, qui vous permettra de découvrir des paysages pyrénéens sous un autre angle. Mais pour revenir un petit peu sur l'histoire de notre ligne, la ligne sera inaugurée en 1908, et de 1908 à 1950, elle drainera toute l'économie locale, notamment grâce à son débouché vers la capitale à la hauteur de Port-les-Orgues et son débouché vers le sud par Béziers et Neussargues. Et cet avenir va vite s'assombrir, puisqu'en 1950, EDF inaugure le barrage de Port-les-Orgues qui aura pour conséquence de noyer la vallée de la Dordogne en amont de la ville de Port-les-Orgues et y compris le chemin de fer. EDF entreprend néanmoins la construction d'une seconde ligne de chemin de fer entre Port-les-Orgues et Ussel, une ligne de chemin de fer qui ne verra jamais le jour parce que nous étions dans un contexte de guerre coloniale et aussi suite à des gros problèmes techniques, notamment d'infiltration des eaux dans le tunnel de la Fourcherie. Le tunnel de la Fourcherie est d'ailleurs toujours visible, c'est l'entrée que vous avez sur votre gauche lorsque vous vous tenez face au Port-les-Orgues. La ligne connaîtra néanmoins un sursis
grâce à l'action de Georges Pompidou dans les années 50, qui était député de l'arrondissement de Saint-Flour et qui a préservé la ligne jusqu'en 1990, date de sa fermeture aux voyageurs. Puis en 1991 aux marchandises, avec un dernier trafic de voies pour les usines Lapeyre, situées à Yves. Mais en 1994, des bénévoles refusent de voir cette ligne de chemin de fer mourir et fondent l'association des chemins de fer de la Haute-Auvergne, constituée uniquement de bénévoles. Cette association réussit exploit 3 ans plus tard de faire circuler le premier train touristique sur la ligne. Et si vous avez pu prendre place à bord du Gentian Express aujourd'hui, eh bien c'est uniquement grâce à ces bénévoles qui œuvrent encore aujourd'hui pour la sauvegarde de ce patrimoine. L'association aujourd'hui Chemin de fer de la Haute-Auvergne est forte d'une centaine de membres, d'une trentaine d'adhérents actifs qui prennent en charge l'exploitation du chemin de fer, l'entretien de la voie ferrée. De la marche, vous allez pouvoir apercevoir devant vous le plateau de 1000 vaches. Plateau de 1000 vaches qui ne signifie pas le plateau 1000 vaches, mais bien le plateau aux 1000 sources. En effet, son nom est tiré du celte. Et pour ceux qui ont bons yeux, on peut apercevoir une colonne blanche, une sorte de phare dans la forêt. C'est la colonne d'équilibrage du barrage de Voussères. En effet, pour alimenter le barrage de Bord-les-Orgues, il y a ce qu'on appelle une conduite forcée qui tire les eaux de la rue pour les acheminer jusque dans le barrage de Bord-les-Orgues et ainsi l'alimenter en eau à peu près 40-45% de son volume. Cette conduite forcée, c'est l'énorme pipeline que vous voyez lorsque vous venez de la Nobre et que vous redescendez sur Bord-les-Orgues. Et pour la petite anecdote, à l'intérieur de cette conduite forcée, les inspections sont réalisées en quad. C'est fantaisiste. D'ici quelques instants, nous allons nous engouffrer dans le tunnel de Montagnat. Il est long de 600 mètres et il est construit sur le même paillage bleu à voiture. Et nous débouchons du tunnel de Montagnat pour faire un arrêt, pour permettre à Philippe, cette fois-ci, de fermer le passage à niveau de la gare de Condat-Saint-Amandin. À l'occasion de cet arrêt, je vous invite à bien rester à vos places, à moins que vous ne souhaitiez rentrer à Rion-Esmontagne à pied. Non, c'est pas vrai. Non. Et nous reprenons le cours de notre voyage avec sur votre gauche, dans le sens de la marche, une ancienne borne Michelin. Ces bornes ont été mises en place par l'entreprise Michelin en même temps que le guide Michelin pour inciter les gens à faire du tourisme et ainsi consommer des pneumatiques. Et toujours sur votre gauche, dans le sens de la marche, vous allez pouvoir apercevoir l'ancienne gare de Condat-Saint-Amandin avec son magnifique bâtiment voyageur sur la gauche et sa halle à marchandises accolée au bâtiment sur la droite. C'est une gare typique de celle construite par la compagnie du Paris-Orléans, compagnie qui exploitait cette ligne de chemin de fer jusqu'en 1938, date de création de la SNCF. Et on remarquera notamment un quai extrêmement haut, 1,50 m, pour permettre l'emmarchement des bestiaux.
Il faut savoir que dans le cadre de la transhumance, jusqu'à 3000 têtes de bétail par an peuvent transiter dans cette gare. Quant à la transhumance, je vous en parlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Toujours sur votre gauche, dans le sens de la marche, vous allez pouvoir apercevoir le suc de Vesoul. Alors un suc, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une petite montagne de formation volcanique et à son sommet, on peut apercevoir une croix blanche. Cette croix a été édifiée avec des rails de chemin de fer et on suppose que ce sont les ouvriers de la ligne qui sont venus la monter pour en faire un lieu de pèlerinage. Et puis vous avez le regard tourné sur votre gauche dans le sens de la marche. Vous pouvez également apercevoir un petit ruisseau. Il s'agit du ruisseau de Saint-Amandin. Un ruisseau qui paraît complètement insignifiant aujourd'hui, mais qui ne l'a pas été de tout temps. En effet, la ligne a été très longtemps fréquentée par des locomotives à vapeur. Et les locomotives à vapeur, ça consomme certes du charbon, mais pour produire de la vapeur, il faut avant tout de l'eau, beaucoup d'eau. Ainsi, tous les 100-150 km, il était nécessaire de refaire le plein. Et puisque sur les hauts plateaux, il n'y a pas de cours d'eau, le seul moyen de faire le plein, c'est dans les zones de gorge, comme ici à Condat. Un château d'eau a donc été implanté et son alimentation se faisait grâce aux eaux du ruisseau de Saint-Amandin. Alors pour ceux qui ont de bons yeux sur votre gauche, vous allez pouvoir apercevoir, alors je vous demande d'être très attentif, le barrage qui alimentait, les ruines du barrage qui alimentaient les châteaux d'eau de Condat-Saint-Amandin. Et donc profitez de cette vision sur le petit ruisseau de Saint-Amandin, puisque c'est le dernier ruisseau que nous allons croiser au cours de notre parcours. À partir de maintenant, le paysage va drastiquement changer. On va passer d'un paysage de gorge à un paysage de plateau. En effet, nous montons progressivement vers les hauts plateaux du Césalier. Le paysage va donc complètement s'ouvrir devant vous pour vous laisser apparaître cette immensité que sont les hauts plateaux du Césalier. Des espaces à peine ondulés qui culminent entre 1000 et 1200 mètres d'altitude, que l'on utilise l'été comme pâturage. Et si ces espaces vous paraissent complètement naturels aujourd'hui, eh bien sachez que même eux ont été façonnés par la main de l'homme, puisqu'à partir du Moyen-Âge, ces espaces complètement boisés ont été massivement déboisés pour récupérer le bois pour les villages et transformer ces espaces en montagne à vaches, en estive ou en pâturage. Et comme je vous le disais, ces espaces à peine ondulés sont propices à la formation de congères. La congère est vraiment l'ennemi numéro 1 du chemin de fer, puisque c'est de la masse qui, une fois gelée, balayée par les vents violents, devient dure comme de la pierre. Et là, impossible de s'en défaire, si ce n'est de le faire geler. Pour cela, les hommes de la compagnie ont anticipé la chose et ont planté des haies de conifères qui vont être visibles sur votre droite dans le sens de la marche. Ces haies de conifères ont un objectif, faire brise-vent et ainsi empêcher la neige de geler. Pour compléter ce dispositif, les hommes de la compagnie ont commandé un chasse-neige à turbine vapeur construit aux États-Unis et qui était basé au dépôt d'Aurillac.
ce chasse-neige à turbine vapeur est encore visible aujourd'hui puisqu'il est préservé à la Cité du Train à Mulhouse. Alors il faut savoir que dans ces hauts plateaux du Césalier pousse une fleur en particulier très appréciée. Il s'agit de la fleur de gentiane qui a laissé son nom à notre train. Alors la fleur de gentiane, malheureusement, à cette période de l'année, n'est pas en fleur. Il est donc très difficile de la percevoir. Mais entre mi-juin et mi-juillet, on peut la reconnaître grâce à son jaune éclatant porté en bouquet. Une fleur assez exceptionnelle puisqu'elle mesurait jusqu'à 1 mètre de haut. Et qui dit 1 mètre de haut dit des racines de plus d'1 mètre de long. Et c'est notamment ces racines qui vont nous intéresser. Ça va, c'était la baise. Puisque, transformées par macération, elles permettent d'obtenir la baise, et transformées par distillation, elles permettent d'obtenir la suze et la salaire. Et en effet, à partir du mois de septembre-octobre, ce sont les gentianaires qui viennent avec une fourche, appelée la fourche du diable, une fourche à 2 pics, déraciner cette fleur de gentiane pour la laisser sécher, en récolter les racines, et ensuite la transformer en apéritif très apprécié. Si cela vous intéresse de découvrir ce rituel, sachez qu'au mois de juillet, l'association des chemins de fer de la Haute-Auvergne met en place des trains pour aller chercher, récolter la fleur de gentiane, avec bien évidemment dégustation d'avèse. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la fleur de gentiane et ses alcools, n'hésitez pas à vous rendre à l'espace Avès situé en face de la gare. Je vous invite néanmoins à bien vous renseigner sur les horaires d'ouverture. Le Pierrefitte n'est pas le point culminant de la ligne Bord-les-Orgues-Neussards, puisqu'entre Lugarde et Landéra-Marcenat se situe un second col, le col de Clavière, qui lui culmine à 1081 mètres d'altitude. Et si vous souhaitez partir à la découverte d'une portion de la ligne, sachez qu'à partir de Lugarde, un vélorail est en place et vous permet de découvrir de manière un peu plus sportive ces immensités et cette ligne de chemin de fer. D'ici quelques instants, nous allons effectuer un arrêt en pleine voie, au cours duquel les portes sur votre droite vont vous être ouvertes pour vous permettre de prendre vos plus belles photos sans avoir le reflet des vitres. Cependant, on ne descend pas du train, mais l'emmarchement de plus d'1,50 m devrait normalement vous en dissuader. Et non. Regardez comme c'est beau là. Comme c'est beau. Très typique du Cantal. Un village qui comporte une centaine d'habitants, mais qui n'en a pas gardé, qui n'en a pas moins gardé un certain charme, puisqu'il comporte encore une poste, une église, une école, et bien évidemment deux bars. Deux bars qui, on ne va pas se le cacher, vivent en grande partie grâce à vous, voyageurs à bord du Gentiane Express,
qui reçoivent ainsi quasiment les 17 000 voyageurs qui empruntent le Gentiane Express à l'année. Et durant ces 45 minutes, me direz-vous que faire à Lugarde? La première, c'est de bien évidemment visiter le village, très typique du Cantal avec sa petite église et ses maisons en pierre. Vous pouvez également vous rendre au Suc du Chien qui vous offrira un joli panorama sur les orgues de Saint-Bonnet et sur le massif du Sancy, si jamais c'est suffisamment dégagé. Enfin, pour les plus assoiffés d'entre vous, vous pourrez vous rendre à l'un des deux bars. Le premier sera sur votre droite, lors de la descente du train. Un bar très rétro avec des tables en formica et un vieux camion des années 50 Citroën. En espérant évidemment qu'il soit ouvert. Tandis que sur votre gauche, en centre-ville, vous pourrez trouver un second bar qui vous proposera de la vente de Saint-Nectaire ou encore de Cornet Murat. Les cornets de Murat sont une spécialité puisque le petit village de Murat est situé à une petite demi-heure de route d'ici. Et avant d'atteindre notre terminus Lugarde, nous allons franchir un dernier viaduc, le viaduc de Lugarde, qui comporte, lui, 12 arches de 10 mètres d'ouverture. Un ouvrage haut de 26 mètres et long de 153 mètres. Le départ sera fixé à 16h45 précise. J'insiste bien sur le fait que le train reprendra à 16h45 très précisément. Tous les repas. À tout à l'heure. Ces volcans, mon enfance, bercé par les couleurs des souciances, mon Auvergne a tant vécu, mon Auvergne a tant vécu. Par ces chemins, par ces pierres, habillés de montagnes, de cratères, où les cœurs sont remplis de lumière, mon Auvergne a tout vécu, mon Auvergne a tout vécu. Je suis né sur cette terre, ce pays dont je reste si fier, la patrie de mon père, de ma mère, je la garde au fond de moi. Cette Auvergne dont nous sommes si fiers, le berceau de nos pères, de nos mères, je vous garde au fond de moi. Je vous garde au fond de moi. Petite visite guidée, c'est parti!
Tu nous diras, hein. C'est reparti. Et nous reprenons donc le cours de notre voyage, cette fois-ci en direction de Riom-Est-Montagne. Alors, c'est au mois de juillet, avec Germaine. Alors sur votre droite, dans le sens de la marche, vous allez pouvoir apercevoir des vaches salaires. Ce sont des vaches typiques de la région, reconnaissables grâce à leur bec à jour et leur corps en forme de lyre. Elles permettent notamment de produire des fromages très célèbres comme le Cantal, le Saint-Nectaire, ou encore le Bleu d'Auvergne. Le soleil, on a très bien aimé. Une fois sur le viaduc, on ne jette rien ni personne par-dessus le viaduc, et ce pour des raisons évidentes. Une toute petite pierre à 57 mètres de hauteur peut être mortelle pour le pêcheur ou le promeneur qui se situe juste en bas. Toujours pour des raisons évidentes, on n'assoit ni les adultes ni les enfants par-dessus le parapet. Et enfin, les enfants comme adultes qui voudraient s'essayer au funambulisme, sur le rail, s'il vous plaît, on évite. J'aimerais bien ramener tout le monde intact avant la fin du voyage. La descente s'effectuera sur votre droite dans le sens de la marche. On attendra bien l'arrêt complet du train avant de descendre. Vous pourrez retrouver Valérie. Le drone, il est là. Coucou. C'est tout petit, hein. Elle a plein de bluff, qu'est-ce qu'il gueule. Alors avant d'arriver à Riom-Est-Montagne, quelques mots sur la ville. Elle est située aujourd'hui à 840 mètres d'altitude. Son nom vient d'un prêtre gaulois, les Gomacos, qui signifie le marché du roi, puisque d'importants vestiges gallo-romains ont été découverts. Aujourd'hui, c'est un important centre industriel pour la production de fromagère et d'apéritifs à base de gentiel. Vous pouvez notamment acheter du fromage en allant chez les mots, situé sur votre droite, et visiter les routes à Savès sur votre gauche lorsque vous descendirez de la gare. Et ben voilà, tout est bien qui finit bien. Allez bébé, oh putain.